Salut à tous. Aujourd'hui, je sors du programme habituel pour célébrer un palier que je n'aurais jamais cru atteindre aussitôt, en lançant cette chaîne de geek absolu. Depuis quelques mois maintenant, je vous fais visiter le monde d'Azeroth à travers des cartes inédites. Dans mes vidéos, le monde et sa géographie ont toujours été le personnage principal, et aujourd'hui, ce n'est pas trop tôt, je vais vous le présenter. J'ignore depuis combien de temps je dessine des cartes. Ah, ça remonte à une enfance lointaine, et c'est une passion dont je pourrais parler pendant des heures. Donc, je vais m'abstenir pour aujourd'hui. Et pendant que je traçais les lignes d'univers né de mon esprit, un ami m'a amené sur les terres d'un monde plus vaste et étendu que je n'aurais pu l'imaginer. Nous étions en 2007. WoW en était à sa première extension et moi, j'avais 10 ans. Cette découverte allait changer ma vie et mon imaginaire pour les décennies à venir. Je me souviens encore des forêts d'Elwyn et de mon entrée à Comté de l'Or et ce foutu sanglier qui causa mon premier trépas. Les années sont passées. En septembre dernier, je sortais de gros projets et il m'est venu à l'esprit l'un de ces projets un peu fous et étranges. Un délire personnel comme un hommage à un univers qui avait bercé ma jeunesse. Alors, j'ai pris ma tablette graphique, le logiciel Krita, et créé une image vierge du nom de projet Azeroth. Ok, dessinons Azeroth, mais quel Azeroth au juste? La carte présentée en jeu? Non, elle existe déjà, et moi, j'aimerais bien aller plus loin. La carte du jeu répond à des nécessités de gameplay. Les îles sont toutes gigantesques, et ce pour une raison simple. Il doit être possible de les distinguer convenablement et de cliquer facilement sur chacune d'entre elles. Voyez un peu la façon dont Assassin's Creed retransmet la carte du monde réel. Lorsque vous visitez la Grèce, dans Odyssey ou l'Égypte dans Origins, bien sûr qu'Ubisoft n'a pas retranscrit les quelques 132 000 km² de la première, ou le petit million de km² de la seconde, excusez du peu. Afin de rendre la carte jouable et intéressante, chaque espace fut comprimé. Ainsi, le territoire est considérablement réduit. Les villes, elles, sont diminuées, quoique moins que le pays, et les bâtiments conservent une taille cohérente, logique. Ainsi, observez l'étendue des villes et des montagnes, et comparez cette carte en jeu à la carte satellite moderne. Contemplez la distorsion nécessaire pour le confort de jeu. Mais, pourquoi je parlais d'Assassin's Creed déjà? Ah oui, eh bien, imaginez que nous produisions le phénomène inverse en Azeroth. Imaginez un monde immense, que des développeurs auraient comprimé pour l'intérêt du gameplay, et, ne le cachons pas, la faisabilité technique. La carte, telle que présentée dans les livres chroniques, me semble bien plus pertinente. À une exception toutefois, Teldrassil. Oh, vous connaissez cette région, point de départ des elfes de la nuit, elle est marquée par une particularité notoire. Cette île, c'en est pas vraiment une. C'est un arbre gigantesque qui émerge de la mer voilée. Or, deux choses. Si on ignore la réelle étendue de ce territoire, on connaît la silhouette de l'arbre et on peut estimer les dimensions depuis la cinématique Prémisse, qui met en scène le funeste assaut de Sylvanas contre l'arbrement. Or, l'arbre est au moins aussi haut qu'il est large. Ainsi, si l'île était réellement aussi étendue que la carte laisse paraître, l'arbre pourrait effleurer la Station Spatiale Internationale, à quelques 400 km au-dessus du plancher des taurennes. Sacrée poussée de croissance pour un arbre qui souffle, au mieux, ses 5 bougies à la sortie de World of Warcraft. En outre, si l'île devait se trouver aussi loin du rivage que la carte le laisse entendre, les catapultes primitives de la Horde auraient la portée de missiles modernes. Une portée qui aurait permis à Garrosh de frapper Terra Mort depuis le confort des Tarides. Donc, deux choix se sont imposés. Une réduction drastique des dimensions de Teldrassil, et un rapprochement en direction de son rivage. Se pose ensuite la question des îles aux dragons, qui n'apparaissent sur aucun livre chronique à ce jour. Malheureusement, dans ce cas précis, impossible de trancher sans plus d'éléments. Donc les îles apparaissent presque aussi grandes que le continent de Pandarie, jusqu'à nouvel ordre. Reste à arbitrer la présence des petites îles perdues. Parce que oui, Blizzard n'aime pas vraiment les cartographes, et depuis quelques années, aime éparpiller les territoires sans jamais définir clairement leur position. Ainsi, tant pis pour les îles inexplorées, dont l'île aux sirènes. À une exception. Crestfall, ou île de l'affliction, apparaissait sur les cartes sur les manuels de Warcraft 2, au nord-est de Kultiras. Bon, Kultiras s'est déplacé depuis. La petite île suivra donc le chemin de sa grande sœur, et s'inscrit parfaitement dans l'arc insulaire qui part de Tolbarad et s'élance jusqu'aux îles brisées. Bien sûr, nul ne sait où se trouve réellement l'île Vagabonde, plus d'une décennie après qu'elle ait été percutée par les navires de l'Alliance. Cette île, ayant pour particularité de ne point tenir en place, j'ai beau la porter en mon cœur, elle ne figurera pas sur ma carte. Enfin, petite facétie du cartographe, j'ajoute l'île bien connue de Tel Abim, réputée pour ses bananes, mais jamais visitée par nos aventuriers. Désormais,
Commençons, et traçons les premières lignes. J'aime bien aller au bout des choses, et quand je dis que je vais réaliser la carte d'Azeroth, en vérité, je pense déjà en façonner 3. 3 façons de représenter le monde qui, toutes, racontent ces continents de fiction différemment. Si vous avez été de fidèles spectateurs, vous les avez toutes vues représentées. La plus fréquente, et si j'en crois les statistiques, celle que vous préférez, est en réalité la plus simple. La version dessinée, figurant forêt, montagne et lieux notables, donne à voir une large fresque du monde d'Azeroth, où l'on peut se perdre sans mal dans les détails. Mais c'est pas par celle-ci que j'ai voulu débuter. Étant donné que pour ma création, je vais me baser sur les cartes du jeu, commencer par un modèle trop proche du résultat final risque de m'influencer. Ainsi, je préfère m'attaquer aux autres modèles, ce qui donne à découvrir le monde vu des cieux. Et pour commencer, il me faut créer une représentation topographique du monde. Oh, le procédé n'est pas difficile. Calque après calque, je sculpte les cimes et les vallons. Pour cette carte, ce ne sont pas moins de 6 niveaux, chacun identifié par une couleur qui se superpose à la façon d'un millefeuille pour laisser apparaître les monts et les creux. Je commence par tracer le contour des rivages, suivant un patchwork de plans en jeu assemblés avec plus ou moins de précision. Puis je trace les cimes des plus hautes montagnes. Ce sont elles qui esquissent déjà les grandes chaînes. Quand soudain, horreur. Blizzard dévoila la bêta de sa nouvelle extension, Midnight. On est en début novembre. Et brutalement, mes tracés à peine définis sont obsolètes. De toute urgence, il me faut trouver les nouveaux plans, vus du ciel, data miner, et modifier la carte en conséquence. Par chance, je n'avais pas assez avancé pour que les dégâts soient trop importants. Kaltalas et Zulaman remis à jour, on peut en revenir à nos moutons, enfin, à nos montagnes. Je veux que ma carte fasse apparaître Azeroth comme un monde immense. Rappelez-vous ma comparaison entre Assassin's Creed Odyssey et la Grèce réelle. Bah voilà, une montagne sur WoW peut se traduire par une chaîne plus étendue, brisée de vallées multiples. Bien sûr, on conserve les grands axes du jeu, mais autant que possible, il s'agit de rendre les reliefs plus harmonieux et naturels, plus que des murailles séparant de régions distinctes. Une question se pose. Quelle taille mesure Azeroth? Dans le lore, j'entends. Pas facile car les données se contredisent. Il y a bien une quête dans les marais des chagrins qui évoque la durée de voyage d'une armée jusqu'au royaume de Hurlevent. Une grosse demi-journée. Une armée ne se déplaçant pas vraiment au pas de course, c'est parti pour parcourir cette distance à la marche. C'est long, d'accord. Mais pas une demi-journée. Je fais un calcul rapide. Dans son lore, Azeroth est quelque 30 fois plus grande que dans le jeu. C'est en fait assez peu. D'ailleurs, les livres et les jeux ne cessent de se contredire. Quand il faut parfois des mois pour traverser le continent, d'autres fois, quelques heures suffisent. Tant pis, faute de mieux, on va essayer de produire une carte cohérente avec une Azeroth petite mais pas trop. Reprenons le destin. À partir de nos sommets, on étoffe peu à peu les reliefs, plus ou moins durs ou mous, étendus ou vertigineux, jusqu'à esquisser les gradients à peine perceptibles des collines et des vallons, au milieu des plaines. Je n'ai, hélas, pas enregistré le long travail sur la topographie d'Azeroth, mais pour vous l'illustrer, voici une capture d'un autre projet, plus personnel, qui reprend les mêmes méthodes. Pour venir à bout de cette première carte d'Azeroth, elle comptait à peu près 185 heures réparties sur plusieurs mois. Un travail éprouvant dont mes doigts se souviennent encore. Tout ça pour une carte qui est probablement la moins esthétique, et celle qui illustrera le moins souvent les vidéos. Mais sans celle-ci, impossible de représenter la suivante, qui est certainement ma petite préférée. Désormais, nous avons une carte qui représente les reliefs par des gradients de couleurs. Si elle n'est pas inutile, il faut la retravailler pour convertir ces gradients en une réelle sensation de relief. Pour cela, il nous faut la rendre un poil plus triste. Les couleurs, c'est très joli, et surtout ça permet à nos yeux d'humains de bien lire les nuances d'altitude. Mais pour la suite, nous allons convertir cette carte en nuances de gris. Ainsi, le blanc parfait désignera désormais la plus haute des cimes, tandis que le noir le plus profond sculptera les tréfonds des océans. Chaque couleur est convertie en une valeur entre 0 et 255, 0 correspondant au noir et 255 au blanc. Ainsi apparaît cette carte. Dans le monde du développement de jeu, dont je viens, on appelle ceci une Haymap, littéralement une carte des hauteurs. À partir de celle-ci, le logiciel de dessin me permet de générer une carte en relief, le modèle de Fong. Et voici qu'apparaissent, par un jeu d'ombre et de lumière, nos montagnes et nos vallées. Tout ceci est superbe, mais on ne va pas s'arrêter ici. Désormais, je voudrais peindre mes biomes. Forêts, déserts, volcans et étendues glacées par Azeroth. Comme vous le constatez, la carte du jeu vibre de couleurs et de contrastes. Je voudrais conserver l'idée d'une carte plus colorée et vive que ne l'est notre monde, en gagnant toutefois une harmonie entre les espaces. Je vais ainsi mettre au point 16 biomes distincts, que je vais appliquer et, parfois,
mélangées comme le peintre mélange ses couleurs. Pour ce faire, la méthode est un peu technique. L'idée est de se baser sur la carte des reliefs, vous savez, celle en noir et blanc, et dire au logiciel d'appliquer les couleurs précises en fonction de l'altitude. Pour ce faire, j'applique un masque de dégradé. Prenons ici un cas très simple, une plaine tempérée, qui me servira de base. À la limite gauche du gradient, il s'agit des zones les plus sombres, donc les plus basses. J'y applique un vert profond. Puis, à mesure que l'on se rapproche de la droite, nous escaladons les plus hautes montagnes qui se drapent d'un blanc pur. Bien sûr, je vais faire des variations de ce biome, en fonction de la latitude. Et voici qu'apparaît déjà une carte plus nuancée et intéressante. Mais Azeroth, ce n'est pas que plaines infinies piquées de cimes enneigées. C'est un monde aux 1000 visages. Il faut ajouter les régions brûlées par le feu, les déserts burinés par le soleil, et les forêts profondes et mystérieuses. Pour ces dernières, c'est facile. On reprend nos plaines, mais cette fois avec un vert plus sombre, et un peu plus bleuté aussi. Tout comme les prairies. J'assemble quelques variations pour les jungles, les déserts et les marais. Je prends grand soin à sculpter les forêts, de façon à laisser transparaître les coupures nettes, là où passent les grandes routes, les régions agricoles et les cités tentaculaires d'Azeroth. Et voilà le travail. En ce qui concerne les régions volcaniques, on pourrait essayer un noir profond, mais celui-ci écraserait tout relief. J'ai misé sur un gris rouge, évoquant la chaleur suffocante et les volcans ardents de ces régions. Puis, il ne reste plus qu'à faire les déserts. Pour ceci, j'ai produit 3 versions qui se complètent à merveille. Une, basique, prend exemple sur le Sahara et drape les étendues sablonneuses d'un beige chaleureux. Un autre, plus pâle, sans pour autant glisser sur le blanc-neige, recouvre les collines de Silitus et les bassins de Tanaris d'un linceul inquiétant. Notez que je mélange les 2 nuances dans les 3 régions désertiques du sud de Kalimdor, de sorte à conférer une unité à cette étendue, bien que chaque province conserve son mélange unique, qui le distingue, à bien y regarder, des 2 autres. Le dernier, enfin, d'un rouge crépusculaire, fait écho au désert de l'Ouest américain, dont l'inspiration nimbe les régions de Durotar et des Terres Ingrates. Mais ne nous arrêtons pas là, car ces couleurs peuvent s'entremêler à d'autres régions pour rendre un aspect unique à chacune d'entre elles. Le pâle désert fera merveille pour esquisser les grèves d'Orneval et d'Aschara, ainsi que les steppes funèbres de Désolas. La teinte flamboyante de Durotar peint à merveille les monts assoiffés des Tarides, en surplomb des savanes. Il en va de même pour les cimes des Kermines et la région dévastée des terres foudroyées. D'ailleurs ici, j'ai pris le parti de rassembler une longue chaîne de montagnes qui part des terres ingrates jusqu'à la porte des ténèbres, marquant la roche d'un rouge vif, celui qui, jadis, donna peut-être son nom aux Carmines. Ce n'est peut-être pas le parti pris de Blizzard, mais ça me permet de composer une unité à cette cordillère qui suit la côte orientale du continent. Il y aura bien plus à en dire, chaque région fut le fruit d'une mûre réflexion, mais je vous laisse le loisir de vous y promener selon vos envies. Ne reste plus qu'à peindre les vastes étendues maritimes. Pour ça, rien de plus simple. Un lent dégradé qui va d'un doux turquoise pour les mers du sud jusqu'à un bleu marine pour les eaux septentrionales. Un petit dégradé, plus clair, pour souligner les rivages, et voici un rendu suffisamment convaincant pour notre carte. Inutile de s'appesantir trop longuement sur les océans, car ce sont bel et bien les terres que je désire mettre sur le devant de la scène. Une 20aine d'heures auront été nécessaires pour construire cette carte. Il s'agit de la plus courte, mais bien sûr, c'est aussi parce qu'elle repose entièrement sur la carte topographique. En une grosse semaine, nous voici fin prêts à aborder la toute dernière. Bien que le défi artistique et technique de la carte précédente ait été l'un des grands moteurs de ce projet, je n'en reste pas moins un ancien graphiste qui ne pourrait se passer d'un peu de dessin, disons plus traditionnel. Pour cette carte, plus dessinée, je ne vais pas non plus me baser sur les productions de Blizzard, mais sur ma carte précédente. L'idée est de se détacher des contraintes du jeu pour engendrer une proposition unique de ce monde, plus organique et harmonieuse. Bon, pour ce qui est des lignes de côte, puis du tracé des rivières, ça ne fera bien sûr aucune différence notable. Et si l'étape est longue et fastidieuse, on en vient vite à bout et on peut enfin passer au concret. À partir de ce point, je me laisse exprimer mon art. Rien ici ne sera dupliqué. Chaque arbre, chaque montagne est unique et inspirée de l'ambiance des lieux. Les arbres sont un bon marqueur du climat et de l'ambiance locale. Ici des palmiers, là des canopées de jungle obscure, ailleurs de denses forêts de sapins, et plus loin des arbres échevelés, symboles de mort et de décrépitude. Il en va de même pour les montagnes, dont la forme est travaillée avec grand soin. Puis, pour conférer à cette carte un semblant de relief, je règle les flancs ombragés des reliefs, et blanchis un peu les versants exposés au soleil couchant. Une touche de noir donne corps aux étendues boisées. En quelques endroits, un site notable peut émerger sous l'apparence d'une esquisse rapide,
elles achèvent de donner une identité aux régions les plus fameuses d'Azeroth. Il y en aura, en tout, une grosse quarantaine. Une fois le tracé terminé, il reste à ajouter un peu de couleur à cette carte. D'ailleurs, je précise ici que je n'ai pas dessiné en noir, mais avec un brun très foncé. Ce choix permet de fondre davantage le trait dans les futures couleurs parcheminées de la carte. Prenons d'abord un jaune pâle, et prenons le temps de peindre jusqu'au dernier îlot. Mille merci à celui qui inventa l'outil pot de peinture. Nous avons désormais les terres colorées d'une façon bien trop uniforme. Ajoutons donc une seconde couche de couleur, un orange un peu plus chaud, puis j'y applique un masque texturé par un bruit aléatoire. Les deux couleurs superposées donnent corps à l'image. Bon, les terres, c'est fait. Fort bien. Passons à la mer. Pour commencer, je longe chaque côte d'un liseré d'eau claire. Pour cela, rien de mieux que l'outil sélection avec un agrandissement. Ceci fait, on a un résultat un peu trop mécanique, que je vais m'empresser de corriger. Puis rebelote, un nouveau gradient, plus sombre, étend un peu plus loin le rivage, faisant interface entre la côte et l'océan. De façon à souligner encore la bordure des terres, j'ajoute un liseré plus foncé, estompé, le long des rivages. Côté terre cette fois. Avec celui-ci, les terres ressemblent encore davantage par effet de contraste. Bien. Et maintenant, nouvelle épreuve fastidieuse. La toute dernière. Je vais dessiner les contours des régions maritimes, cette fois avec une encre d'un bleu sombre, et non plus le brun foncé. La bande proche du littoral est soulignée par une ligne fine, tandis que celle, plus lointaine, peut laisser place à un peu plus de gras. Afin de donner un peu de corps aux océans, j'applique la même méthode que pour les terres, une seconde nuance de bleu superposée à la première, estompée par un masque de bruit aléatoire. À cela, on ajoute un ensemble de lignes. Pour celles-ci, aucun intérêt créatif de les produire à la main. Je prends donc le temps de réaliser un motif simple, que j'applique à ma carte. Ensuite, je l'efface des régions trop éloignées des côtes, d'abord de façon brutale, puis de plus en plus subtile, comme l'usure de siècles frottant le papier. La carte achevée, on ne reste plus qu'à laisser place à une touche de fantaisie. Ajoutons bateaux et monstres marins pour décorer les vastes océans, et nous voici avec ce planisphère que vous commencez à bien connaître à présent. En vérité, vous en détenez désormais tous les secrets. Comptez bien une centaine d'heures pour cette carte-ci. Au cours de nos voyages dans l'univers de Warcraft, je ne me suis pas arrêté aux frontières d'Azeroth, et nous avons parfois fait étape ailleurs, dans l'espace comme dans le temps. Pour ceux qui ont l'œil, pas moins de 4 versions de ce monde, avec de subtils changements, retracent les transformations du monde. De la silhouette d'Ashara à la végétation des Maltaires, ou aux vallées des steppes ardentes. Je ne les citerai pas toutes, les plus connaisseurs en décèleront bien davantage. Je vous ai aussi fait arpenter les vastes contrées de la Kalimdor d'antan, ce continent antique brisé lors de la Grande Fracture. Faute d'indices précis, je n'ai hélas pas pu recouvrir cet ancien monde des forêts et des bosquets luxuriants qui devaient en draper la plus grande partie. Et par-delà le cosmos, nous avons, à de rares occasions, mis les pieds en Draenor. Nous sommes ici sur un tout autre monde, et il était nécessaire de le faire comprendre par les outils à notre disposition. D'abord, les arbres sont pourvus d'un feuillage plus agressif, aux angles acérés, loin de la douceur de la végétation d'Azeroth. Ici, la végétation elle-même est une menace. Les palmiers de Gorgrond sont plus épais, leurs larges feuilles tombant vers la terre. Des bosquets de champignons, iconiques de ce monde, émergent ici et là, constellant des régions humides. Pour ceux qui s'en souviennent, Draenor était jadis connu comme le Monde Rouge, bien avant sa destruction. Afin de la différencier d'Azeroth, la teinte des terres tend davantage vers un cramoisi féroce, à l'image de ce monde. Si elle n'est pas présente en jeu, on connaît l'île de Farallon par les cartes de chronique, ainsi que par des éléments tirés des phases de développement avortées de Warlord of Draenor. Elle fut ainsi ajoutée, quoique tardivement, à notre carte. Voici bien longtemps que je voulais réaliser cette vidéo. En fait, elle aurait dû être la seconde. Mais je me suis fait happer par mon récit. La création de cartes est un art que je cultive depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et je ne saurais me souvenir de combien j'en ai dessiné, que ce soit sur papier, à l'encre de Chine, sur bois, peint à la gouache, ou sur un format numérique. C'est un art que je désire ardemment partager, car il représente une grande partie de mon existence. Et c'est pour cette raison que j'ai donné naissance à cette chaîne. Pour vous remercier, vous, ma petite communauté, qui grandit à vue d'œil, et pour apporter ma pierre à cet édifice fondé par la communauté Warcraft depuis plus longtemps que ma propre naissance, je vous confie dans la description et le commentaire épinglé les clés de cette création. Vous pourrez récupérer les principaux fonds de cartes, et en faire usage, que ce soit pour votre plaisir personnel, dans le cadre de jeux de rôle, ou celui de la création de vidéos. Même si, dans ce dernier cas,
N'hésitez surtout pas à mentionner l'auteur, que ce soit oralement, textuellement, dans la vidéo ou dans la description. Vous qui me suivez, vous savez l'importance que j'accorde aux créateurs. Pour ceux qui le souhaitent, contactez-moi par mail si vous désirez plus de matière pour vos créations. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Seule limite, abstenez-vous de toute production commerciale. Si le dessin m'appartient, le tracé, lui, reste propriété de Blizzard. Cela concerne par exemple la production d'impressions ou de tout contenu destiné à la vente. Si Blizzard vient un jour à tomber sur mon contenu, je serai ravi de collaborer pour une création de qualité, respectueuse de la licence, des produits faits avec passion pour une communauté de passionnés. Ne sait-on jamais. Blizzard, justement, ne semble pas prête à refermer l'histoire de Warcraft. Nul doute que le récit se poursuivra pour des années encore. Le monde va évoluer, de nouvelles îles émergeront bientôt, des terres, connues de longue date, ne sont jamais apparues sur nos cartes. Je parlais tout à l'heure de Tel Abyss, mais je pourrais ajouter l'île de Balor, présentée lors de Warcraft 2, ou plus récemment, de la lointaine Avaloren. Des régions déjà visitées pourraient changer de visage, comme le fit récemment Kel'Thas. Et il est fort possible que nous nous retrouvions très bientôt en live pour poursuivre cette œuvre condamnée à ne jamais trouver son terme. À propos de live, pour célébrer dignement ce palier et cette diffusion qui me tient énormément à cœur, je vous propose de nous retrouver en live. Vous trouverez le lien et les horaires soit dans la description, soit en commentaire. Étant donné que j'ignore la date exacte de la sortie de cette vidéo, je ne peux vous la donner dès maintenant. Je referme ici cette parenthèse. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle vidéo et, d'ici là, portez-vous bien.